C'est Notre Majesté qui a décidé en 1999 de s'ouvrir et d'introduire la télévision internationale et Internet. Non, c'est vraiment bien. On a fabriqué un plateau typiquement bhoutanais. De nos jours, on voit beaucoup de plateaux qui essayent d'être à la mode. Alors que nous n'essayons pas de copier ce qui se fait autre part. Le Bhoutan, royaume d'Himalaya, fait partie de ces rares pays qui proposent un tourisme durable et solidaire. Longtemps isolé par sa géographie, il a ouvert ses frontières en 1970. Ici, nous sommes aux antipodes du tourisme de masse, où le bonheur de vivre est plus important que le développement économique. Je pars à la rencontre de ces hommes et de ces femmes, gardiens de ces vallées préservées. Alors, la petite station de bus. Bonjour. Thimphu? Vous allez à Thimphu? Oui, c'est ça. Vous voulez vous asseoir? Oui. Venez ici. Je peux? À côté de vous? Oui, vous pouvez. Alors vous allez à Thimphu aussi? Oui. On est dans le petit bus local. Alors, normalement, en tant que touriste, on n'a pas le droit de prendre les bus parce qu'on passe par des agences de tourisme où on a notre bus privé. Mais moi, je voulais un peu prendre les chemins de traverse et voir comment la population se déplace dans le pays en route pour Thimphu. Combien de temps mettons pour rejoindre Thimphu? Entre 1 heure et 1 heure et demie. Le Bhoutan est un petit royaume de l'Himalaya, grand comme la Suisse, perché entre Chine et Inde. Au regard du classement des Nations Unies, il est un des pays les moins développés du monde. Mais il est une richesse propre à ses vallées, qui échappe aux statistiques et aux critères de calcul économique. Son roi, Jigme Sigye Wangchuk, l'a bien compris et a inventé un concept unique au monde, le BNB, le bonheur national brut. En 1987, il décide d'inscrire son pays dans une politique qui ne prend pas seulement en compte la production économique, mais aussi le bien-être de ses sujets et l'équilibre de son environnement. Il rejette le produit national brut, le PNB, et invente le BNB. Est-ce utopique ? Je suis venue ici pour observer cette voie originale, choisie par un souverain pour son peuple. Oh, on a chaud avec la Kira. C'est très beau, mais c'est compliqué à enfiler. Là, c'est l'art de la Kira, l'habit traditionnel bhoutanais pour les femmes. On a réussi à obtenir, il y a une demi-heure, de manière très spontanée, un rendez-vous avec le Parlement. On est dans une année unique. 2008, c'est le centenaire de la monarchie, du nouveau couronnement et des premières élections démocratiques. Et j'avais très envie pendant ce voyage de pouvoir avoir un regard sur l'avenir du Bhoutan, qui reste une exception dans ce monde, savoir si ce pays va s'ouvrir encore plus ou pas.
et garder cet équilibre fragile entre tradition et modernité. Donc le gouvernement, qui est fraîchement élu, est à l'intérieur du dzong, bien protégé par les militaires. On va voir ce que ça donne. Très excitant tout ça. Allez. Bonjour. Merci de me recevoir. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Puis-je vous accompagner dans votre bureau pour que nous ayons une discussion sur l'avenir du Bhoutan? Oui, bien sûr. Je vous suis. S'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai mon bureau ici, mais c'est aussi la chambre du Parlement. D'ailleurs, le Parlement est en session actuellement. 2008 aura été le tournant historique du royaume. Le pays dont le pouls avait jusqu'alors battu au rythme des successions dynastiques s'est doté d'un parlement élu par le peuple. C'est le roi qui en a pris l'initiative, afin de conduire le Bhoutan vers la monarchie constitutionnelle. Jigme Thinley a été nommé Premier ministre. Merci encore de me recevoir. J'aimerais tout d'abord que vous m'expliquiez qui a inventé le concept du bonheur national brut et ce qu'il représente. Le concept du BNB a été proposé par Sa Majesté, le 4e roi du Bhoutan, Jigme Singye Wangchu. Il repose sur la conviction que la quête la plus importante pour un être humain est le bonheur. C'est ce que chaque individu recherche dans la vie. S'il en est ainsi, l'État a la responsabilité de créer les conditions pour que chaque citoyen puisse atteindre et donc jouir de ce bonheur. Ici, au Bhoutan, grâce au BNB, nous essayons de développer une manière de vivre qui prend en compte la prospérité spirituelle et matérielle. La création de ce concept est basée sur notre éthique bouddhiste, notre culture bouddhiste. Mais le BNB est universel et s'applique à chaque individu, quelle que soit sa culture ou sa religion. Concernant le tourisme, le Bhoutan a une politique très stricte et unique dans le monde. Pouvez-vous m'expliquer comment ça marche et quels en sont les bénéfices? Cette politique repose sur notre capacité à recevoir ces touristes. Démographiquement, nous sommes peu nombreux. Nous sommes donc attentifs au pourcentage de visiteurs que nous pouvons recevoir, sans créer des effets négatifs sur notre mode de vie. Nous avons besoin des revenus engendrés par le tourisme, mais en même temps, nous ne voulons pas faire de sacrifices. Nous ne voulons pas vendre notre âme. Donc, le nombre de touristes acceptés sera toujours en corrélation avec notre capacité d'accueil, sans que cela ne dégrade notre culture et notre environnement. Un des 4 piliers du bonheur national brut est le maintien des traditions. Au Bhoutan, le bouddhisme est la religion officielle du pays. Les villageois s'évertuent à transmettre un savoir-faire artistique enraciné dans la nuit des temps. Il existe à Thimphu un centre de restauration d'œuvres d'art. Les artistes s'attachent ici à rénover tankas, bijoux, tentures et tissages que moines et particuliers leur confient. Il s'agit de maintenir en état le patrimoine du pays dont chacun se sent dépositaire. Tashi et Punso sont les maîtres d'œuvre de cet atelier. C'est magnifique, c'est donc ici l'atelier de restauration? Oui, c'est bien ici. Il y a combien d'étapes pour restaurer ce tanka? Avant de commencer de toucher à quoi que ce soit,
On l'observe, on l'étudie et on essaie de comprendre ce qui lui est arrivé, comment il a été endommagé et à quoi il doit ressembler à la fin. Par exemple, cette pièce est très ancienne. Vous avez une idée de sa date de création? Je pense que ce tanka a été peint au XVIIe siècle. Après avoir restauré ces objets, vous les vendez aux collectionneurs privés ou vous les gardez pour la collection nationale? Non, nous ne les vendons pas. On les renvoie au Trésor national du Bhoutan. Chaque pièce est référencée dans un inventaire. Donc c'est une restauration du patrimoine bhoutanais. Oui, c'est ça. Cela fait aussi partie de la politique du bonheur national brut. Exactement. Je découvre avec Tashi l'école qui fut le lieu de son apprentissage artistique. Tu reviens parfois voir tes professeurs? Oui, très souvent. La plupart de mes amis travaillent ici. Ils sont professeurs. L'Institut Tsoring a été fondé par le roi, dans un souci de conservation de la culture. Pour ne pas perdre son âme, il est nécessaire d'entretenir la mémoire. Ici, ce sont 13 pratiques artistiques, 13 savoirs ancestraux dont on entretient la vitalité. Ok, donc toutes les classes sont ici. Oui. Bonjour. C'est magnifique. Donc ils ne font que des statues de Bouddha et des autres divinités? Oui, on leur apprend toutes les divinités. La première année, quand vous intégrez la classe de sculpture sur glaise, vous ne travaillez que sur cette représentation de Bouddha. Oui, c'est ça. Là, par exemple, c'est une première année. Tu es en première année? C'est bien. Oh, attends, c'est incroyable ce qu'ils sont capables de faire la première année. C'est sublime. C'est incroyable ce qu'ils font. It's amazing, it's beautiful. Oh, you can make that. Comment font-ils pour réaliser cela? Il est cool, lui, il écoute sa musique en même temps qu'il fait sa petite sculpture. Pépère. Ok. On va voir les autres classes? There are other classes there. Thank you so much. Merci. Kadinche. Merci beaucoup. Bonjour. Oh, that's nice. C'est la classe de dessin. So, it is C'est le premier niveau? Oui. Oui, c'est le premier niveau. Peut-être que je pourrais essayer de dessiner quelque chose si c'est un cours pour les débutants. Allons de ce côté. Ok. Tu dois commencer avec cette courbe. Et à la fin, il faut que tu rejoignes cette ligne-ci. Ok. Bon, maintenant allons montrer ce que tu as fait au professeur. Oh mon Dieu. Il va corriger mon dessin. Not too bad? It's okay? C'est pas trop mal? Qu'en pensez-vous? Oh, Non, je pense pas que ce soit très bon. Ok. Do you accept to correct? Vous voulez bien corriger mon dessin? Ok. Ah, il faut tout refaire en fait. Ok. Waouh. Kudinche. Merci beaucoup. Kudinche. Comme dit Tashi, il y a une semaine normalement pour apprendre ce dessin et là, en l'espace d'une petite heure, j'ai encore beaucoup à apprendre. La ville de Thimphu fraye son chemin vers la modernité. Dans tout le pays, le port de l'habit traditionnel est souhaité. Mais les vêtements modernes fleurissent ça et là dans les rues de la ville. En 1999, la télévision a conquis le pays. Tout à coup, par la petite lucarne, le monde entier faisait son entrée dans la citadelle, préservée jusqu'alors des influences extérieures.
Comment un peuple dont l'âme n'avait pas encore été affadie par la culture du zapping pouvait maintenir sa personnalité devant l'invasion cathodique? Alors, on est à la BBS, la télé bhutanaise. Kuzuzambo. Bonjour. Pema Pema Chodden est-elle là-bas? Yes, ok, thank you. Merci. Sympa de visiter les studios de télévision bhutanaise. Ouh, Pema Chodden? Hi. Hello. Kuzuzambo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oh, vous parlez français? Un peu, c'est formidable. C'est ça la nouvelle directrice de la BBS, qui est internationale. J'espère. Quand et pourquoi avez-vous décidé d'exposer le Bhoutan au réseau international de la télévision? C'est une lourde décision à prendre pour un pays comme le Bhoutan. C'est vrai, oui. Le Bhoutan est peut-être le dernier pays au monde à avoir implanté la télévision. C'est Notre Majesté qui a décidé en 1999 de s'ouvrir et d'introduire la télévision internationale et Internet. Cette année-là, notre chaîne nationale, la BBS, a été lancée. Mais nous nous sommes aussi ouverts aux câbles et aux chaînes retransmises par satellite. Quand la BBS est apparue, nous avons pu diffuser les programmes de 40 chaînes étrangères venant des 4 coins du monde. Notre journaliste n'est pas là. Nous pouvons y aller. C'est très petit. That's good. Non, c'est vraiment That's very bien. nice. On a fabriqué un plateau typiquement bhoutanais. De nos jours, on voit beaucoup de plateaux qui essayent d'être à la mode. Alors que nous n'essayons pas de copier ce qui se fait autre part. Nous voulons présenter des sujets qui intéressent et concernent le public bhoutanais. Ce sont des sujets sur l'agriculture, la santé, l'éducation et beaucoup sur la culture. On diffuse des émissions sur les différentes régions du Bhoutan où se déroulent des festivals locaux. Par exemple, l'hiver dernier, j'ai vu une émission qui montrait un festival du village où ma mère est née. Je ne le connaissais pas parce que je n'ai pas grandi là-bas. C'est essentiel pour nous de filmer et préserver ainsi notre culture. Ainsi, on espère pouvoir la conserver et même en faire la promotion. C'est une responsabilité importante à nos yeux. Je dirais que les effets de la BBS sont plutôt positifs. Les gens sont beaucoup mieux informés sur leur pays. Donc ça, ce sont les effets bénéfiques de la BBS. Mais que s'est-il passé avec l'introduction des chaînes étrangères en 1999? Eh bien, je crois que ce fut un véritable bombardement de l'extérieur. Le contenu des émissions n'avait rien à voir avec notre mode de vie. Donc il y a eu tous les effets négatifs de la télévision auxquels vous pouvez penser. Mais en même temps, en recevant quotidiennement les nouvelles du monde, sur les différentes guerres qui font rage, sur la famine, sur les catastrophes naturelles, et tout ce qu'il peut y avoir de plus sombre pour l'humanité, eh bien les Bhoutanais se sont dit, en fait, on n'est pas si mal que ça. Compte tenu du fait que notre pays est en voie de développement, que c'est un pays plutôt considéré comme retardé et coupé du reste du monde, les Bhoutanais ont réalisé qu'ils avaient beaucoup de raisons d'être heureux. Les conséquences de l'apparition de la télévision ne se firent pas attendre. En quelques semaines, la violence manifestait ses premiers signes. Comme toujours, le roi choisit de régler le problème par une décision à la fois autocratique et éclairée. Seule une trentaine de chaînes sur 60 demeurèrent autorisées. Une question me vient alors à l'esprit. Doit-on protéger un peuple contre ses démons malgré lui? Peut-on décider du bonheur des autres à leur place?
Le départ d'un trek vers les vallées du Nord est l'occasion pour moi de rencontrer quelques-uns des rares touristes autorisés à pénétrer le royaume. Cette fois, ce sont des Japonais. Le tourisme tel qu'il est aménagé par les Bhoutanais exprime parfaitement le soin qu'ils apportent à la conservation de la nature, un des piliers du BNB. S'ils réussissent à maintenir ce tourisme éthique, jamais les Bhoutanais ne verront leur pays ressembler au Népal, où 5000 étrangers atterrissent chaque semaine. Pour visiter le pays, il faut s'acquitter de 250 $ par jour. Les tours opérateurs qui organisent les circuits sur place sont encadrés par le département du tourisme. Ils intègrent à leur programme un volet d'activités et de visites qui permettent de financer des campagnes de développement durable. Ça fait déjà quelques années que vous venez au Bhoutan. Ce n'est pas la première fois pour vous. Non, c'est mon 7e voyage depuis 2002. C'est la première fois que je suis venu ici. Pourquoi avez-vous choisi le Bhoutan? C'était pour découvrir un pays authentique? Quand j'ai entendu dire que le BNB était érigé en politique nationale du pays, j'ai vraiment été intrigué. Et donc je suis venu pour voir. Et vous pensez que cette règle, qui oblige les étrangers à payer 250 $ par jour, est bénéfique pour avoir un tourisme de qualité? Je considère que cet impôt est nécessaire pour contenir le nombre de touristes. Comme ce pays est très petit, il peut facilement être submergé. Ces gens apportent avec elles toutes ces choses venues de l'Occident. Et cela peut facilement diluer la culture exceptionnelle de ce pays. Ce pays est pour moi un joyau en Asie. Je n'ai jamais vu de pays aussi bien préservé au XXIe siècle. Les Bhoutanais continuent à privilégier les valeurs spirituelles sur les valeurs matérielles. Et ce n'est pas seulement le discours du gouvernement. Toutes les personnes que j'ai rencontrées durant mes voyages ont vraiment cette sensibilité spirituelle. Et cela est vraiment précieux. J'espère qu'ils ne l'échangeront pas pour les commodités matérielles de l'Occident. Malgré le forfait journalier qui ne cesse d'augmenter, 25 000 touristes ont visité le Bhoutan l'an passé contre seulement 4 000 il y a 30 ans. Les cultivateurs sont la force vive du pays. Ils représentent 65% de la population active, comme ce groupe de femmes qui m'accueille aujourd'hui. Ça donne de l'énergie? C'est pourquoi? Essaye, vas-y, tu verras. C'est super fort! C'est du poivre! Qu'est-ce que c'est? Ah! Ça arrache le nez! Non, tu vas voir, après ça te soulage et tu n'as plus mal à la tête. Ouh! 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 Ok. Alors, comment on fait? Ho, à quelle buvette? Elles vont plus vite que moi. Hein. Go fast! Vous allez vite! Oh, you go quick! Oh là là, vous êtes rapide! Tu vas vite, hein? Vous allez super vite, les filles. Allez, filles, attendez-moi! Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. C'est au Gante Palace que je pose mes bagages. Cette ancienne seigneurie servait de résidence au gouverneur du lieu. À la fin du XXe siècle, elle fut transformée en chambre d'hôte qui exprime à elle seule toute l'ambition des Bhoutanais à inventer un nouveau tourisme qui préserve à la fois l'environnement, la culture et les attentes des voyageurs. Magnifique. Je découvre un système unique au monde. Au Bhoutan, le touriste débourse chaque jour 250 $. Ce forfait officiel comprend non seulement la taxe de séjour,
mais tous les frais de déplacement, de nourriture et de logement. Une partie du montant de la somme sert à alimenter un cercle vertueux qui profite au pays. 65 $ sont directement investis dans des opérations de développement durable et de sauvegarde de la nature. Am Kedzing et Dasho Topgye sont à l'origine de la restauration de ce palais. Bienvenue au Gamte Palace. C'est fabuleux. Quel endroit surprenant. On a l'impression d'être à une autre époque, de ne pas être en 2008. Quelle est l'histoire de cet endroit? Cette seigneurie appartenait au deuxième roi du Bhoutan. Il la tenait à mon grand-père. C'est votre idée de recréer et d'offrir une ambiance typiquement bhoutanaise ici? Oui, un endroit mystique. Et aussi, vous savez, les étrangers qui viennent ici doivent faire l'expérience du mode de vie bhoutanais. Et vous devez vous sentir comme dans ma maison, et pas comme dans un hôtel. Nous croyons dans les principes de l'écotourisme. C'est l'un des buts de cet endroit. Pour nous, l'écotourisme utilise les maisons traditionnelles sans des mesures. Ce ne doit pas être de grands hôtels. Il faut aussi que les bénéfices de cette entreprise soient partagés avec la population environnante en les faisant travailler. L'écotourisme doit utiliser les ressources naturelles du pays. Et les bénéfices qu'on en retire ne doivent pas être investis à l'étranger. Nous devons être capables de partager notre savoir-vivre. Les influences des cultures extérieures ne doivent pas dominer. En fait, nous devons être capables d'offrir et d'enseigner la culture bhoutanaise aux gens qui visitent notre pays. Au soir tombé, mon hôte, Am Kedzing, m'initie à l'une des plus voluptueuses pratiques traditionnelles. Un bain dont l'eau a été chauffée avec des pierres passées au feu. Donc c'est ça le bain traditionnel bhoutanais. En fait, le bain traditionnel se prend plutôt en extérieur, là où on trouve de l'eau de source. Oui, de l'eau naturelle. Il y a beaucoup de gens au Bhoutan qui se baignent comme ça le long des rivières, dans des baignoires naturelles. Et d'où viennent les pierres? Utilisez-vous des pierres spécifiques pour le bain? Oui, on utilise des pierres minérales. Il faut environ 8 heures pour les chauffer. Les pierres doivent être rouges vifs avant d'être plongées dans l'eau. Les accidentés profitent souvent des bains de pierre brûlantes. Les gens qui se sont cassés une jambe, un bras, par exemple. Je comprends maintenant pourquoi les Bhoutanais sont si heureux. C'est vraiment un art de vivre. Je reprends la route plein est, accompagnée de mon guide Wangchuk. 12 heures d'un trajet chaotique me séparent de Phobjikha, la vallée la plus plane du Bhoutan. La galop! Un petit col passé. Et un. Bibi, Malik sir. Oh, thank you. On peut y aller? Merci. Je vais me droguer avec Wangchuk. Il faut que tu le places comme ça. Où ça? Sur lui? Exact. Comme ça? Oh, c'est la goma. Du bétel. You like that? Tu aimes ça? Oh, dégueulasse. Ah bon? Pourquoi tu craches? Ah, t'avales? Oui, il faut l'avaler. Oui, bah. Non. Please.
Voilà. Les grands crachats rouges à travers toute l'Asie, en Inde, au Bhoutan, partout, au Népal. J'ai vu ces trucs-là. Dégueulasse. Ok. Where going? Still? We go on the road again and again. Back. Toujours sur la route. C'est dans ces vallées que je rencontre Rebecca Pradham, biologiste reconnue internationalement pour ses travaux. Elle œuvre aujourd'hui au sein de la Société royale pour la protection de la nature, créée il y a plus de 20 ans. Rebecca effectue chaque année plusieurs missions scientifiques dans les confins du pays pour recenser le patrimoine biologique encore largement méconnu. Son objectif, l'éducation écologique dans les écoles et la conservation de la faune dans les montagnes. We can do it there. Look at this. This is very, very bad. Regarde ça. It's very Ce sont des mauvaises Bad herbes. weed. Ah, yeah. Pourquoi ce sont de mauvaises herbes? This is poisonous to cattle. Elles empoisonnent les It troupeaux invade all the land. et puis elles envahissent tout le territoire. Where to work? Where to work? Où est-ce qu'on va travailler? So this must be a good place to Ça me paraît sample. être un très bon endroit pour prélever des échantillons. Can you explain me what Vous pouvez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire? Small, area? area. On va établir un petit périmètre de 10 mètres sur 10 mètres, We measure everything. puis on mesurera tout. Les arbres, les arbustes, les herbes, Seedling, how many les seedling? pousses. Insect? Too? Les insectes? Whatever inside the plot. Okay. So then the bird Les also insectes can aussi. fly. Tout ce qu'il y a à l'intérieur du périmètre. Même ceux qui volent. Tall, yes. So we will write Ensuite, 35 nous meters. estimons à peu près la hauteur de cet Then arbre. epiphytes Celui-là fait plus de 35 mètres. and lichen like that. Donc on le note. Then Ensuite, on repère les épiphytes, comme la mousse, le lichen. C'est le signe d'un environnement sain et propre. Healthy and clean environment. C'est un environnement sain et propre. Combien d'espèces connaissez-vous désormais? I think I know. Je pense connaître près de 5000 espèces. Mais nous en avons déjà répertorié environ 5600. This plant is a Berberis. Cette plante est de la famille des Berberis. On utilise ses racines pour faire de la teinture jaune. Beaucoup de ces plantes ont une valeur commerciale. C'est pourquoi il faut tout recenser. C'est notre or vert. Et c'est aussi notre industrie. C'est pour ça que je rappelle continuellement aux guides touristiques que c'est notre terre qui est précieuse et combien il est essentiel de protéger cet écosystème durablement. Il faut qu'il nous aide à conserver ces zones pour pouvoir les montrer au reste du monde entier. Notre pays est en train de se développer et nous allons devoir en payer le prix. On risque de perdre de merveilleux sites. Et ça m'inquiète énormément. Mais je ne dois pas être trop conservatrice non plus en refusant que les gens aient accès au développement. Mais je pense qu'on peut vraiment essayer de protéger notre nature en son état actuel. Quand on parle de la nature, c'est quelque chose de pur. Il n'y a aucun enjeu politique. Quand vous regardez un oiseau voler, ça n'a rien de politique. Au contraire, votre esprit est clair. Et c'est pour ça qu'il est important que les gens soient sensibles au mystère de la nature, pour qu'ils aient un cœur pur qui les conduira à faire des actions plus justes et à aider les autres. De nombreuses actions environnementales sont menées par les acteurs de la société civile et relayées par les membres du gouvernement. Comme l'eau, la forêt est une des richesses principales du Bhoutan. Le pays a signé une charte avec le WWF, stipulant que 60% du pays doit rester boisé. Il y a 30 ans, Punakan n'était qu'un dzong, une forteresse. Puis l'école secondaire fut construite et le village bâti au milieu des années 80. J'y retrouve Yeshe Tenzing, qui fait partie des personnalités les plus respectées de la vallée. Écologiste, hôtelier et naturaliste, c'est un homme libre qui consacre son temps à reboiser son pays. Pour lui, planter un arbre, c'est un pari sur l'avenir.
Il fait son marché à la pépinière d'État qui offre gratuitement toute l'année les plants aux citoyens désireux de replanter des arbres. Aujourd'hui, c'est la journée nationale forestière. Toutes les écoles, les institutions sont fermées. Les villageois, les fonctionnaires s'organisent pour participer à cette journée de plantation. C'est le roi qui a imaginé cette journée spéciale. Hein. Non, ce n'est pas qu'un roi, c'est notre Dieu. Oh, votre Dieu! Donc chaque année, vous avez cette journée spéciale pour planter différentes espèces d'arbres? Oui. Et pour préserver la biodiversité du Bhoutan? Oui. Yéché, cette femme est payée par le gouvernement pour faire tous ces travaux? Oui, c'est ça. Elle doit s'occuper des pousses, arroser et veiller à leur bonne croissance. Elle fait tout. Dans la mentalité bhoutanaise, l'arbre est sacré. Ainsi, la spiritualité se porte-t-elle au secours de la préservation de la nature. Ok, sweetie. C'est très lourd. Le coffre de la voiture plein, nous allons distribuer les pousses à l'école publique de Punakha. Tous les ans, citoyens et élèves sont invités à participer à une journée symbolique. Yéché est à l'origine de la plantation de plus de 8000 arbres. On dit que les forêts précèdent les hommes, les déserts leur succèdent. Il semble que les Bhoutanais donnent tort à cet adage. Is it bamboo? What? Can I help you? Bonjour, je peux vous aider? You take this one? Prends celui-là. That is to protect Vous the faites ça plants. pour protéger les plantes? Oui. It's the first year you plant. C'est la première fois que vous plantez des arbres? Non, nous plantons des arbres chaque année. Nous le faisons parce que c'est le vœu de notre 4e roi. Il a décidé de protéger 60% de la couverture forestière. Chacun de nous y contribue en plantant un arbre. Nous voulons ainsi aider notre roi. Nous plantons et nous protégeons ces arbustes. L'année prochaine, nous recommencerons et en planterons d'autres. Et nous continuerons à nous occuper des anciens. Nous ne le faisons pas parce que nous sommes obligés de le faire. Personne ne nous ordonne de participer à cette journée forestière. Elle n'est pas obligatoire. Au contraire, nous participons à cette action parce que nous aimons cette idée. Nous en avons envie. C'est vraiment important. C'est merveilleux pour votre génération et les générations futures de participer à cette action commune. Je me dirige vers le temple de Chimé. Jusqu'au 19e siècle, le Bhoutan faisait figure de théocratie féodale à l'image du Tibet voisin. Il y a peu, seule l'entrée au monastère donnait accès à l'éducation. La situation perdure dans certains endroits du pays. Les moines ordonnés sont appelés Gelong. Ils sont souvent placés à l'âge de 5 ou 6 ans au monastère par leurs parents, apportant ainsi un grand prestige et des mérites religieux à leur famille. Je rencontre Nyema, le dernier moinignon admis au temple. Il découvre depuis un mois sa nouvelle vie monastique. Est-ce que tu voulais devenir moine ou est-ce que c'est tes parents qui t'ont proposé de le devenir? C'est moi qui l'ai voulu. C'est mieux que de travailler au champ. Je l'ai dit à mes parents et ils ont choisi le monastère pour moi. Ici, on se lève tôt, à 5 heures. Après, on doit prier et étudier. Ensuite, on déjeune, on prie encore et seulement après, on joue. Et parfois, on peut même regarder la télé. T'es vraiment adorable. Allez, viens, Jugé. Come.
Habituellement, on a une vue magnifique ici de la vallée et sur les montagnes noires. Ah oui, aujourd'hui c'est une très belle journée. Oui, aujourd'hui c'est une très belle journée. Oui, il fait vraiment beau. Je traverse le parc national des montagnes noires, plongé dans les brumes himalayennes, vers la vallée de Bumthang, à 2600 mètres. 2 jours de voyage sur les routes à flanc de falaise et plus de 300 km me séparent de la petite ville de Jakar, où je suis accueillie dans la famille Topden. Maman, c'est juste pour ce soir, ça, le piment? Oui, et c'est toi qui vas tout manger. Karma a saisi que le tourisme était une voie de salut pour son pays, à condition qu'il soit durable et responsable. Avec sa femme, ils sont à l'origine d'un projet d'écologe dont il espère un jour confier la gestion à leur fils Tsering. Je me rends avec Tsering à l'école dans les premières lueurs du jour. Le Bhoutan a le taux le plus important de scolarisation d'Himalaya, plus de 77%. Par quel trésor d'énergie et de volontarisme sont-ils arrivés à contourner les obstacles de la féodalité, de l'enclavement, pour arriver à de pareils résultats? Aujourd'hui, nous sommes le 5 juin et partout dans le monde est célébrée la Journée internationale pour l'environnement. En tant que Bhoutanais, nous devons être encore plus vigilants sur ce sujet et insister sur l'importance de cette journée. C'est pourquoi notre municipalité a organisé une campagne de nettoyage. Kinle Galchen est le nouveau directeur de cette école. Il voit dans l'éducation un pilier fondamental pour transmettre cette notion de bonheur national brut. Une éducation qui abolit l'individualisme au profit de la solidarité. Vous pouvez m'expliquer comment l'éducation est financée au Bhoutan? L'éducation reçoit des fonds du gouvernement bhoutanais. La plupart de ces fonds proviennent des projets hydroélectriques et du tourisme. Si on compare le système éducatif d'il y a 20 ans et le système éducatif actuel, il y a eu une évolution incroyable. Les infrastructures, les bâtiments, le matériel, la qualité de l'enseignement et les professeurs se sont nettement améliorés. Viens avec vous. Qui décide de l'endroit où les écoles doivent être construites? Ce sont tout simplement les citoyens qui décident où il est nécessaire de construire les écoles. Les villages se regroupent pour former un bloc. C'est cette organisation qui décide s'ils ont besoin ou non d'une école dans une localité ou s'il est nécessaire d'augmenter le nombre d'écoles dans leur région. Ils font ensuite la proposition au ministère et le ministère approuve ou non la construction. En réalité, c'est le peuple bhoutanais qui détermine concrètement où doivent se construire les écoles. Alors le BNB est devenu un pilier de la politique bhoutanaise. Est-ce que vous l'enseignez aux enfants? Le BNB est un concept qui nous a été offert par notre Majesté, le roi Jigme Singye Wangchuck. Nous mettons un point d'honneur à ce que les enfants apprennent ce concept, directement ou indirectement. Nous faisons attention à ce qu'ils comprennent ce que cela implique. Nous voulons que les gens comprennent que le concept du BNB est plus important que le PIB, le produit intérieur brut. Nous mettons l'accent sur le bonheur plutôt que sur le confort matériel. Le Bhoutan ne compte qu'1 million d'âmes. Cette faible densité explique la facilité avec laquelle le gouvernement engage le pays vers de nouveaux modèles. Je laisse Jakar derrière moi
et part pour quelques jours de marche dans la vallée de Boomtang avec le muletier Jigme Chojur. Alors c'est parti pour plusieurs jours de marche au cœur du Boomtang, dans ces vallées perdues du royaume du Bhoutan. On est à quelques jours de la frontière du Tibet. C'est vraiment un bonheur de reprendre la marche dans ces vallées perdues. Pour les jours à venir, chemins escarpés, dénivelés incessants et cols à plus de 3000 mètres d'altitude. Le climat est venté, humide et froid. Les changements climatiques sont spectaculaires. La mousson est déjà au rendez-vous. Le bonheur de la mousson. Il flotte grave, hein. La conservation de la forêt et des espèces rares, végétales ou animales, figure au rang des priorités du gouvernement, au même titre que la prospérité économique des citoyens. Daim musqué, taquin, grue à col noir, léopard des neiges, panda rouge sont les hôtes de ces forêts d'altitude. 32% de la surface du pays ont été classés en parcs nationaux. S'il fallait un nouveau jardin d'Éden, c'est peut-être dans ces replis qu'il faudra le chercher. C'est bon? C'est le bon chemin? Oui, suis-moi. Ok. Ok. C'est beau ici, hein? Passer la nuit dans cette petite maison traditionnelle bhoutanaise, avec les chats. Vous avez peur, vous, petits chats sauvages. À Nang Lakang, c'est la fin de l'étape. Comme chaque soir, je suis accueillie dans une famille de paysans. J'ai maintes fois au cours de mon voyage eu l'occasion d'apprécier la bienveillance des Bhoutanais. Toujours chaleureux dans leur accueil, attentifs et généreux. Une petite partie de la taxe que je paye chaque jour leur revient directement. Mais que pensent donc mes hôtes de ce soir, de cette politique nouvelle et de ce tourisme florissant? C'est un peu chaud. Oh! Alors dis-moi, Ama, comment ça s'organise tes journées? S'il ne pleut pas, nous allons travailler au champ toute la journée. Et quand il pleut, nous restons à la maison. Alors tu sais, je viens de faire un grand voyage à travers le Bhoutan, depuis Paro. J'ai rencontré plein de personnes qui m'ont parlé du bonheur qu'ils vivent dans ton pays. Qu'est-ce que c'est pour toi, la notion du bonheur, et est-ce que c'est le pays du bonheur, comme tout le monde le dit? Eh bien, on peut dire que notre pays est paisible et heureux. Il n'y a pas de guerre, ni avec la Chine, ni avec l'Inde. Et tant que nous resterons dans cette situation, même si ce n'est pas facile d'être pris en étau entre ces deux grandes puissances, notre pays sera en paix. Alors je sais que la définition du bonheur c'est peut-être difficile, mais qu'est-ce qui toi te rend heureuse? Qu'est-ce qui te rend heureuse? Tu sais, nous devons survivre avant tout. Et pour cela, nous travaillons dur. On tire très peu de bénéfices de notre travail. Nous mangeons ce que nous produisons. Nous devons tout planter de nos propres mains et vivre de ce que nous cultivons. C'est pourquoi je ne peux pas dire que nous sommes absolument heureux. En fait, je pense que le bonheur vient de nous. Nous récoltons ce que nous semons. Nous devons fabriquer nous-mêmes notre propre bonheur. Dis-moi, Abba, dis-moi toi, parce que Ama m'a répondu. Est-ce que tu es d'accord avec elle? C'est quoi toi, pour toi, la notion du bonheur? Qu'est-ce qui te rend heureux? Je pense que par rapport à nos aînés, nous menons une vie bien meilleure. Et j'espère que ça va continuer ainsi. Pour toi, Abba,
le fait qu'il y ait plus de touristes ces 30 dernières années, tu as vu les choses beaucoup évoluer dans la région et que ton métier, toi, a changé. Ah oui. On peut dire que la vie s'est améliorée grâce au tourisme. Et ça ira sans doute de mieux en mieux. Grâce au tourisme, j'ai pu acheter 6 chevaux. Ils se portent très bien. Ils sont très utiles dans mon travail quand j'accompagne les touristes et je suis totalement dépendant d'eux. Je trouve que ces dernières années, il y a eu énormément de progrès réalisés. Si nous venions à manquer, c'est que le destin en aurait décidé ainsi. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes heureux et paisibles. Mama. Kadinchela. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Hein? Tachi délégué. Merci. Merci. Au revoir ma princesse. Au revoir mon cœur. Que tu es belle. Au revoir. Tachi délégué. Très bon voyage. Ça, c'est les matins comme on les aime. Belle petite lumière, la caravane de chevaux, une belle journée de marche qui nous attend, un petit col à passer. Voilà, comme en Himalaya. C'est le bonheur. La forteresse bhoutanaise peut paraître menée par une main de fer et d'une manière quasi despotique quand on ne la connaît pas. Avec son concept de bonheur national brut, le Haut-Royaume est devenu un laboratoire d'expérimentation politique, une anomalie heureuse dans un monde complexe et globalisé. Le roi a permis à son pays d'aborder le nouveau siècle avec une énergie alimentée à la fois par une confiance en l'avenir et un amour des racines. Le tourisme participe de cet équilibre réussi. Il faut venir ici, non pas pour y trouver la confirmation de ses certitudes, mais pour y découvrir des modèles insoupçonnés. Quelque part dans la jungle himalayenne. Bien non, c'est le bouquet que m'ont offert mes amoureux de l'Himalaya.